Kamado Tanjiro, l'héritier du souffle le plus puissant du manga, est devenu au fur et à mesure de la série un véritable bourreau pour les démons, ne laissant aucune échappatoire à ces monstres. Il les terrifiera tellement que les cellules de Muzan trembleront devant lui, se rappelant le pourfendeur qu'était Yoruichi Tsugekuni. Rien de plus que le plus grand sabreur du monde. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un protagoniste que j'apprécie énormément, Kamado Tanjiro. Cette vidéo fera office de récapitulatif concernant les différentes phases de l'entraînement et de l'évolution de Tanjiro. À la fin de celle-ci, vous saurez donc à quel point il est devenu puissant et surtout comment. La vidéo sera découpée en plusieurs parties et je vous préviendrai lorsqu'il y aura du spoil. N'hésitez surtout pas à checker la timeline. Une dernière petite chose avant de commencer, j'essaierai d'être plus actif sur YouTube dans les semaines à venir, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si les vidéos comme ça vous plaisent. Mais en attendant, commençons notre vidéo sur le pourfendeur destiné à vaincre Muzan. Avant de réellement parler de l'évolution de puissance de Tanjiro, remettons-nous dans le contexte de sa venue chez les pourfendeurs. Alors que Tanjiro était parti chercher du charbon pour sa famille, un démon dont je tairai le nom se rendra chez la famille Kamado et les massacrera jusqu'au dernier. Enfin presque, car Nezuko était encore en vie, mais ce n'était plus une humaine pour autant, elle était devenue un démon. Tout le périple de Tanjiro a donc pour objectif de rendre son humanité à sa sœur, le dernier membre de sa famille. Sur le chemin, il rencontrera de nombreuses personnes faisant la guerre aux démons. Ces démons font partie de ce que l'on appelle les pourfendeurs de démons. Maintenant que le contexte est posé, parlons du premier power-up de Tanjiro. Après que Tanjiro fut confronté à Tomioka, ce dernier lui dira de se rendre chez son maître, Sakonji Urokodaki, afin d'entreprendre son entraînement pour rejoindre les pourfendeurs. La première étape de cet entraînement semblait simple sur le papier, descendre le mont Sagiri pour rejoindre la cabane du maître. Cependant la route était jonchée de pièges, mais surtout l'air sur la montagne était très rare, ce qui rendait l'exercice infiniment plus difficile. Cet entraînement, Tanjiro l'effectuera encore et encore, renforçant son corps, ses réflexes, mais également la gestion de son souffle. Couplé à ça, il s'entraînera à manier un sabre, jusqu'à ce que ses avant-bras brûlent. Un an après ces entraînements intenses, le maître lui annoncera qu'il n'avait plus rien à lui enseigner, que s'il voulait participer à l'épreuve finale, il devait sublimer ce qu'il avait déjà appris, et trancher un énorme rocher. Ainsi, jour après jour, Tanjiro affinera sa technique, aussi bien de maniement du sabre que de respiration. Mais 6 mois plus tard, le rocher n'avait toujours pas bougé, et il était resté intact. Mais Tanjiro fera une rencontre à laquelle il ne s'attendait pas. Il rencontrera Sabito et Makomo, qui se chargeront de son entraînement au souffle. Makomo s'occupera de la théorie et Sabito de la pratique, et 6 mois après, Tanjiro avait enfin réussi à toucher Sabito, et à trancher le rocher. Petite parenthèse avant de continuer, il faut que l'on parle du don que possède Tanjiro, l'odorat. En effet, grâce à son odorat surdéveloppé, il peut sentir les démons, les pièges, mais également ce qu'il appelle la faille. Un fil relié au point faible de son adversaire, lui permettant de le vaincre en un seul coup. Au bout de 2 ans d'entraînement, Tanjiro avait donc appris à maîtriser le souffle de l'eau, un des souffles descendant directement du souffle du soleil, il savait manier un sabre et avait renforcé ses capacités physiques et mentales. Il était digne de rejoindre le rang des pourfendeurs car il réussira brillamment la sélection finale. Après avoir reçu son katana et son uniforme de pourfendeur, Tanjiro effectuera de nombreuses missions qui lui feront prendre en expérience, en maîtrise du souffle, mais également en vision de combat. Et c'est ici que l'on peut évoquer un point qui fera toute la différence jusqu'à la fin du manga, Tanjiro prend le temps de réfléchir. En effet, ce qui fait la différence entre un pourfendeur lambda et Tanjiro, c'est bien sa capacité d'analyse incroyable. Il ne se laisse pas submerger par les émotions, il garde la tête froide et essaye de prendre les meilleures décisions à chaque fois. Mais le tournant dans sa vie de pourfendeur arrivera durant son combat face à Rui, la 11e lune démoniaque. Mis à part son animation incroyable, ce combat est extrêmement important, car c'est à partir d'ici que Tanjiro utilisera le souffle qui lui est destiné. Un souffle qu'il a appris inconsciemment de son père et qu'il utilisera pour retourner la situation durant son affrontement face à Rui. En effet, Tanjiro n'avait tout simplement pas encore le niveau pour affronter un tel adversaire, et c'est lorsque la situation était la plus critique qu'il effectuera ces mouvements si iconiques, de la danse du dieu du feu. Et grâce à ça, il a bien failli venir à bout de Rui. Il tranchait ses fils les plus résistants comme si c'était du simple papier, et surtout il parviendra presque à le décapiter. Malheureusement, le démon a été plus malin et s'était lui-même tranché la tête. On connaît la suite, Giyu viendra et ridiculisera Rui. Mais d'une manière, c'était une masterclass. Après être rentré de sa mission du mont Natagumo, Tanjiro s'entraînera au domaine des papillons, et participera notamment aux épreuves de Kanao, qui dans un premier temps lui paraissait juste infaisable. Elle avait toujours une longueur d'avance et Tanjiro ne comprenait pas pourquoi il était toujours à la ramasse. Grâce aux 3 petites filles, il comprendra que ce qui lui faisait défaut, c'était finalement le souffle de concentration intégrale qu'il ne maîtrisait pas en permanence, contrairement aux piliers ou encore à Kanao. Ainsi, il s'y attellera immédiatement, s'entraînant même à le maintenir durant son sommeil. À la fin, il sera capable de surpasser la vitesse et les réflexes de Kanao. Et on dit que la différence entre ceux qui maîtrisent le souffle de concentration intégrale constant et les autres est immense.
Le quartier des plaisirs était un arc rempli d'effervescence, de combats incroyables, mais également de prise de conscience, notamment du côté de Tanjiro. En effet, lors de son combat contre Daki, il se rendit compte que sa lame était émoussée, et pour une raison toute simple, il n'est pas fait pour maîtriser le souffle de l'eau. Il ne bouge pas comme Urokodaki ou encore Tomioka, et son corps n'est pas fait pour l'utiliser. Ce dont il doit se servir lui, c'est de la danse du dieu du feu. Le problème, c'est qu'il est encore difficile d'enchaîner les mouvements. Il est rapidement essoufflé et ce souffle demande un effort démentiel à son corps. Si bien qu'après de courts enchaînements, il est rapidement immobilisé de fatigue. Mais lorsqu'il verra que Daki n'avait aucun remords à prendre la vie de nombreuses personnes, il se laissera dépasser par la colère et utilisera la danse du dieu du feu comme il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Il dominait clairement Daki et si son corps était un peu plus entraîné, il l'aurait sans doute décapité. Malheureusement, ce n'était pas le cas et le contre-coup fut très douloureux, à tel point qu'il ne pouvait plus bouger et qu'il crachait du sang. Lors de son affrontement face à Gyotaro, Tanjiro comprit que s'il voulait être vraiment utile, il fallait qu'il combine le souffle de l'eau pour sa versatilité et l'aisance avec laquelle il l'utilise, avec le souffle du soleil pour sa puissance de frappe. Avec ça, il était plus rapide mais également plus puissant. C'était un bon compromis entre puissance et endurance. Mais en plus de ça, c'est lors de son affrontement et surtout de son ultime attaque contre Gyotaro que Tanjiro développera réellement sa marque des pourfendeurs. Et la transition est toute trouvée pour en parler. La marque des pourfendeurs n'a pas réellement d'origine, en tout cas on ne la connaît pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle octroie des capacités physiques assez impressionnantes à ses possesseurs, leur permettant de rivaliser avec les lunes supérieures elles-mêmes. C'est donc un atout non négligeable en combat. Et si on observe bien, Tanjiro a développé plusieurs stades de cette marque. La première était semblable à une simple brûlure, qui se transformera en une cicatrice qui prendra de plus en plus d'ampleur jusqu'à totalement se développer lors de son affrontement face à Gyotaro. Pour développer une telle marque, il faut respecter plusieurs critères, et le développement de la marque est une formidable idée pour montrer l'évolution de puissance de Tanjiro. Lors de son combat contre les clones d'Antengu, Tanjiro comprit le fonctionnement de sa marque et comprit à quel point elle le rendait plus fort. En effet, grâce à elle, il réussira à décapiter les 3 clones d'Antengu en une seule attaque, halo solaire danse draconique. C'était un mouvement esthétiquement magnifique, mais également d'une puissance inouïe. Donc si on fait un résumé des 2 arcs précédents, on peut voir que Tanjiro utilisera de plus en plus le souffle du soleil, et avec de plus en plus de facilité, ce qui est normal, car c'est son souffle de prédilection. Et bien qu'il n'utilise pas encore tous les mouvements, il fait désormais partie des êtres pouvant prétendre aux plus hautes places dans la hiérarchie de puissance de Demon Slayer. L'arc suivant augmentera drastiquement les capacités physiques de Tanjiro, car s'il ne peut pas exploiter tout le potentiel du souffle du soleil, c'est parce que son corps ne suit tout simplement pas l'enchaînement de techniques. Attention, je vais commencer à spoiler. Cet arc a pour but d'entraîner les pourfendeurs en vue de la bataille finale contre Muzan, qui approche à grands pas. Et le premier entraînement auquel Tanjiro sera confronté, c'est celui d'Uzui, qui s'axera sur l'endurance pure et dure. Au bout de 10 jours, il validera l'épreuve et pouvait passer à celle de Muichiro, qui se concentrait elle sur la rapidité des mouvements, comment attaquer aussi rapidement que lui. En effet, le pilier de la brume est un pilier aux attaques extrêmement rapides et précises. 5 jours après, Tanjiro passera à l'épreuve de souplesse dirigée par Mitsuri, puis celle d'Obanai qui était une des plus terrifiantes. En effet, l'entraînement consistait à se battre entre des pourfendeurs attachés à des poteaux, et cet entraînement avait pour but d'améliorer le maniement du sabre, et tout ce qu'on peut dire c'est que c'était une grande réussite pour Tanjiro, car il avait atteint une maîtrise de son sabre encore inégalée. Le dernier entraînement que Tanjiro devra endurer était sans aucun doute le plus difficile et éprouvant physiquement, celui de Gyomei. L'intitulé était simple, survivre à la force d'une cascade, porter des rondins de bois sur ses épaules et pousser un énorme rocher dans toute une ville. Les 2 premières épreuves, Tanjiro les passa sans trop de soucis, mais la dernière épreuve était à première vue insurmontable, et c'est grâce à Genya qu'il parviendra à la passer. En effet, le secret de cette épreuve était les actions répétitives. En effet, répéter des actions augmenterait drastiquement sa concentration, ouvrirait ses 5 sens, et en se rappelant de sa haine et de tous ses moments de colère, décuplerait sa puissance tout simplement, à tel point que pousser un rocher deviendrait quelque chose de normal. Mais grâce à ces actions répétitives, Tanjiro sera surtout capable de maintenir sa marque en permanence. Et quand on connaît le boost qu'elle lui octroie, on ne peut que comprendre le power-up de puissance qu'il a eu. En résumé, cet arc était crucial, car il permettra à Tanjiro d'augmenter ses capacités physiques, son maniement du sabre et de maintenir sa marque noire, tout ce qui lui manquait pour maîtriser pleinement le souffle du soleil. Il y a énormément de choses à dire concernant l'évolution de Tanjiro au cours de cet arc mémorable, et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec son affrontement face à Akaza. Souvenez-vous, lors de l'arc du train de l'infini, Tanjiro était impuissant, car au-delà de sa blessure, il n'était juste pas à la hauteur, ne serait-ce que pour aider Rengoku. Mais ça, c'était du passé. Désormais, Tanjiro est capable de tenir tête à la 3ème lune supérieure, étant capable de l'entailler et d'esquiver ses attaques aussi rapides que puissantes. Tanjiro avait atteint le niveau de pilier, gagnant le respect d'Akaza. Au fur et à mesure du combat, Akaza sentait
que Tanjiro pouvait représenter un réel problème, et surtout à ce moment précis, lorsque Tanjiro avait atteint ce qu'Akaza appelle le territoire suprême. Il voyait le monde transparent, et il était désormais capable d'anticiper les attaques d'Akaza et de les esquiver. Et pour esquiver les attaques d'Akaza, il faut vraiment le faire. Mais surtout, il avait une compréhension quasi parfaite de ses muscles, de la circulation de son sang et de son corps en général, étant désormais capable de dissimuler son esprit combatif. Cet esprit combatif, se manifestant à chaque attaque, à chaque moment de colère ou même dès qu'un nouveau-né se met à pleurer, Akaza le détecte à tel point qu'il est impossible de le prendre par surprise. Néanmoins, Tanjiro avait transcendé sa propre personne, atteignant l'état d'Anata, un état d'oubli de sa propre personne, et grâce à ça, il sera capable de passer la défense d'Akaza, de le prendre de vitesse et de le tuer d'une façon majestueuse. Son affrontement contre Muzan lui aura fait atteindre un stade encore au-dessus, et notamment dans sa maîtrise du souffle du soleil. En effet, son père lui avait prodigué de précieux conseils concernant notamment les mouvements parasites qui l'épuisaient pour rien. Mais c'est grâce au flashback de son ancêtre qui connaissait Yoriichi que Tanjiro comprendra les erreurs qu'il avait commises, notamment dans le placement de ses poignets ou dans le rythme de ses respirations. Il comprit également que le souffle du soleil n'était finalement qu'un cercle infini de 12 techniques qui, enchaînées les unes après les autres, lui offraient l'accès à un 13e mouvement capable de vaincre Muzan. En effet, répéter les 12 actions à la suite permet d'esquiver, d'attaquer et de se replacer sans cesse. Et c'est grâce à ce 13e mouvement et à sa compréhension du souffle qu'il teintera sa lame d'un rouge sanglant. La bataille se conclura sur Tanjiro et Tomioka tuant une bonne fois pour toutes Kibutsuji Muzan, concluant le manga comme il l'avait commencé. Alors je sais que je n'ai pas parlé de Tanjiro Demon King et c'est simplement dû au fait que ce n'est pas un power-up de puissance qui vient de Tanjiro lui-même, mais de Muzan. Je trouvais donc ça moins intéressant. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que maintenant vous comprenez mieux comment Tanjiro est devenu le pourfendeur que Muzan craignait le plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me le dire en commentaire. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée et à la prochaine.